Bonjour Christophe, Bonjour Hatem. ça va? Oui, ça va bien, et toi? On se tutoie, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème, moi je préfère Ok, tutoyer. parfait. Donc j'ai entendu parler que tu viens de France, mais d'un lieu assez proche, Oui, de oui, Marseille. oui. On vient de Marseille, oui. Donc c'est là-bas qu'on se base pour justement ce projet. Je suis l'un des porteurs du projet du Lovelace Network, on va en parler. Lovelace Network. Voilà. Alors, Christophe Hugon, c'est quoi ton poste ou ta fonction ou ton rôle Alors- dans Lovelace Network? Alors, moi à la base, je suis chercheur. Ok. Je suis plutôt scientifique, je viens du monde des mathématiques, Ok. de la physique, etc. Et je suis devenu chercheur indépendant. Ok. Et donc, en tant que chercheur indépendant, j'ai créé des brevets, j'ai travaillé pour des laboratoires, des entreprises. Et aujourd'hui, en fait, je porte un projet qui m'a toujours tenu à cœur. C'est un serveur, un système, un réseau Internet décentralisé. On va pouvoir développer ça. Mais pour nous, vraiment, le point faible des réseaux aujourd'hui, c'est son hypercentralisation. Mhm. C'est ça qui fait qu'on est victime de cyberattaques. Ok. On est, Parce que tout est centralisé. C'est ça. Et on est extrêmement fragile, que ce soit sur le réseau lui-même ou même sur les data centers. Ok. Et donc nous, ce qu'on veut proposer, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui est à la fois très connu par les gens qui sont très techniciens, mais qui n'est pas déployé comme ça devrait. Mhm. Donc nous, vraiment, on est sur ces solutions-là qui nous permettraient d'être beaucoup plus cybersécurisés. Et aussi, de manière conjointe, ça permet de gérer les droits d'auteur, on va pouvoir le développer. Ok. Et donc aujourd'hui, en France, mais aussi en Tunisie et en Suisse, par ailleurs, on commence à avoir des entreprises partenaires avec qui on part sur ce projet-là, qui est vraiment nouveau et naissant aujourd'hui à Big Tech. C'est un petit peu pour nous la première présentation de ce projet très prometteur. Donc, tu es arrivé à Big Tech hier, aujourd'hui, quand? Avant-hier, Avant-hier, ok. dès le premier jour. jour, voilà, pour faire un petit Parfait. peu le tour, voir. Et vous avez un stand ici ou Non, on a donc juste on a fait une intervention, Ok. workshop pro. Ok. Donc c'était un petit peu aussi la première, la première. On a présenté avec des slides, tout ce qu'il faut. On a réussi avec un public qui était très jeune. Très Ça jeune, c'était vraiment bien. Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans Ouais. les salons en Afrique. C'est Ouais. pas le premier qu'on Il y a fait, une mais fraîcheur. exactement. Il y a beaucoup plus de jeunesse Ouais, que c'est ce qu'on normal. peut voir en France. La vieille Europe est en train de vieillir et c'est- Et là, l'Afrique, le capital jeunesse est très important en Afrique. Et oui, donc là, tu m'as dit qu'il y a deux volets dans votre société, le volet cybersécurité et le volet droit d'auteur. c'est ça. On peut commencer par le premier, cybersécurité, oui. Alors, nous, vraiment, c'est comment combiner intelligemment des technologies qui existent déjà. La première question qu'il faut se poser, c'est un service Internet, un service web, quel qu'il soit, que ce soit du streaming comme YouTube, que ce soit du mail ou etc. Sur quoi ça repose? Ça repose sur trois composantes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les transactions, c'est-à-dire savoir où on se connecte, comment on se connecte et faire des connexions sécurisées, échanger des clés. Et ensuite de la donnée. Les vidéos, les images, le texte, en fait, c'est de la donnée brute. Oui, Et le troisième, c'est du calcul. ok. Ça, c'est extrêmement important. En fonction de qui on est, quel login, etc., l'affichage n'est pas le même. Il y a Ouais. un calcul qui est Ouais. derrière. Ouais. Aujourd'hui, un calcul qui est extrêmement important, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle Ouais. aussi. Ou lorsqu'on fait une recherche dans ses mails, il y a du calcul. Lorsqu'on cherche. Donc, ces trois composantes, c'est vraiment ce qui fait un service Internet. Et aujourd'hui, tout est dans un seul bâtiment, un data center, tout est ce qu'on appelle les hyperscalers, Ouais. et tout est concentré Ouais. là-dedans. Nous, on se concentre sur trois technologies. D'abord, le côté transaction, c'est tout l'univers de la blockchain. Ok. Parce qu'en réalité, la blockchain, c'est segment. Elle n'est pas centralisée Et voilà, tout à fait. physiquement. Alors, le point faible de tout ce qui est aujourd'hui distribution de fichiers, c'est ce qu'on appelle le tracker. C'est ce qui est au milieu, le serveur qui est au milieu, qui dit, lui, il a telle pièce de tel fichier, etc., qui joue ce rôle de répertoire où trouver la donnée. Et c'est là où la blockchain, c'est cette composante-là que la blockchain vient remplacer. La blockchain elle-même totalement décentralisée. Ce qui fait qu'on enlève un peu le dernier point faible du partage de fichiers. Ok. Et le troisième, le calcul, ça c'est plus le monde de la recherche duquel Ouais. je viens. Donc j'ai travaillé beaucoup au CNRS et j'ai travaillé avec la grille de calcul, ce qu'on appelle la grille de calcul hybride. Alors c'est des choses qui utilisent des ordinateurs de particuliers, des serveurs, des choses de manière complètement décentralisée. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a eu SETI at Home,
Et il y a eu des petites choses qui étaient des économiseurs d'écran pour les utilisateurs. Et derrière, en fait, on faisait des calculs scientifiques. Et la somme totale de ce calcul-là est arrivée, durant la période du Covid, dans le top 500 des supercalculateurs. Juste en utilisant les ordinateurs des particuliers, certains serveurs, de manière totalement distribuée. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un potentiel de calcul qui est énormissime. Là, on parle de quelque chose qui était un petit peu confidentiel, qui n'était pas tant utilisé que ça. Et pourtant, on est dans le top 500. Donc là, il y a un potentiel qui est énorme. Encore une fois, là, on soumet ce qu'on appelle des jobs, c'est-à-dire moi, je veux faire ce calcul-là à un serveur qui est un petit peu central. C'est ça un peu le point faible. Et toujours avec cette colonne vertébrale, puisque ce n'est que de la transaction. Lorsqu'on dit « je veux que ce calcul soit fait », etc., on le remplace aussi, ça s'adosse sur la blockchain. Et donc tout est totalement décentralisé et il n'y a plus un seul point à attaquer. Si on veut faire tomber un service qui s'adosse sur ces trois technologies de manière coordonnée et intelligente, on devrait en fait faire tomber tous les serveurs qui participent à ça. Et c'est impossible. Est-ce qu'il y a un blocage au niveau des clients quand vous leur parlez de ce discours? Alors, je ne sais pas, ça dépend peut-être de la culture de chaque entreprise ou peut-être de la culture de chaque pays. Oui, alors déjà, on a une problématique, moi j'en ai assez conscience, lorsqu'on parle de blockchain, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça, il y a eu la période un peu NFT qu'on appelle, moi je l'appelle la tête de singe, que je trouvais particulièrement, pratiquement une arnaque, on va le dire, sur certaines choses, sur certaines facettes, c'était un petit peu compliqué. Il y a la question de la crypto-monnaie, qui n'est pas, mais ce ne sont pas nos sujets en réalité. C'est pas le sujet. Nous, c'est vraiment pas nos sujets, nous c'est vraiment ce qu'on appelle des utility tokens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est juste fonctionnel. La blockchain, pour nous, on utilise la facette registre, comme j'ai expliqué. Donc là, parfois... Pas de transaction financière. Non, c'est pas l'objectif. Et il peut éventuellement avoir un peu de friction là-dessus, mais de manière générale, comme on s'y attend un petit peu, et la façon dont on le présente fait que les gens comprennent que c'est ça l'objectif. Et pour moi, c'est très important à chaque fois d'expliquer quelle est la position de chaque composante et ce que vient faire la blockchain dans le système, comme je viens de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de projets, c'est un peu flou. On nous dit la blockchain pour l'IA, la blockchain, mais on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire. Là, nous, c'est clair, on vient remplacer la fonctionnalité transactionnelle des web services. Le login, les IP, où est-ce qu'on se connecte, comment on se connecte, etc. Je répète ma question, est-ce qu'il y a certains clients qui sont réticents et qui veulent héberger chez eux leurs données, ou peut-être il y a même certaines institutions étatiques ou gouvernementales qui disent pour des raisons de sécurité, on n'adopte pas votre manière de faire? Alors, c'est très intéressant comme question. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose de très contre-intuitif, c'est que ce système de décentralisation, ça permet la gouvernance et la maîtrise de sa donnée. Réellement, il y a de la souveraineté derrière. Il y a des préjugés autour de ça. Il y a des préjugés, effectivement. La croyance que si on met tout sur un serveur qu'on contrôle physiquement, on contrôle ce qu'il y a dedans. Ce qui est particulièrement faux, à mon sens. Et c'est très fragile peut-être aussi. Mais c'est parce que ça dépend ce qui est installé et comment est-ce qu'on gère la donnée. Typiquement, si on met un logiciel qui travaille avec les États-Unis et qui échange la donnée constamment de manière encryptée avec les États-Unis, sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a dedans, parce que le logiciel est propriétaire, on ne le connaît pas, on n'est absolument pas souverain. À l'inverse, si on a un serveur ailleurs, mais qu'on maîtrise complètement le logiciel, ce qu'il fait, etc., quelle transaction et à qui le fait, on est beaucoup plus souverain. Et c'est pour ça que la centralisation physique n'a pas de sens dans la souveraineté. N'a plus de sens, on va dire. Honnêtement, elle n'en a jamais eu. Ah ok, parfait. Carrément. Et même, j'irai plus loin, c'est que la souveraineté, c'est aussi l'intégrité et la continuité de service. Donc, typiquement, lorsqu'on a alors ça peut être une entreprise, voire un pays, qui se retrouve en difficulté, les data centers s'effondrent, ça peut être une catastrophe naturelle par exemple. Ça peut. Là, on a un séisme ou des inondations. Typiquement, à Marseille, on est le 5e hub mondial au niveau des data centers et des arrivées de câbles. On relie l'Europe et l'Afrique. Et c'est une zone qui est à risque de tsunami. Oui, parce que c'est sur la côte. Exactement. Et que c'est des zones qui sont un peu sismiques, etc. Et si jamais ça arrive, en réalité, on déconnecte l'Afrique de l'Europe. Et ça, c'est une vraie fragilité dans cette façon de penser de manière très centralisée, etc. Et
Donc, lorsqu'on est exposé à ce genre de risque, on n'a pas de vraie souveraineté parce que on peut tout perdre. On peut tout perdre du jour au lendemain. Si on est dans un système complètement décentralisé, c'est-à-dire qu'on repose aussi sur les autres régions de France, sur les autres pays de manière décentralisée, encryptée et maîtrisée, finalement, ça peut tomber. On aura toujours un moyen de se relever vis-à-vis de ça, avec des connexions satellitaires en redéployant d'autres systèmes. Et c'est là où, vraiment, il y a cette pensée-là. Et comme on a un registre, parce que la blockchain, c'est ça l'idée, c'est d'avoir un registre qui a quelles données, comment elle se comporte, où est-ce qu'elle va, on la maîtrise réellement. On sait, on sait où est sa donnée. Très bien, parfait. On passe au deuxième volet, la gestion des droits d'auteur. Oui. Alors, éclaire-nous, s'il te plaît, parce que les droits d'auteur, c'est compliqué. Par exemple, en Tunisie, on est même beaucoup en retard par rapport à la gestion des droits d'auteur. C'est quasiment, par exemple, les radios ou les sociétés qui payent les droits d'auteur à l'OTEDAV, qui est l'institution qui récolte les droits d'auteur en Tunisie et qui les redistribue partiellement à certains artistes. En général, ils facturent forfaitairement les radios. Parce qu'il n'y a pas... on n'a pas en Tunisie un outil de mesure exacte des heures de passage de chaque chanson. Oui. Donc, comment vous faites? Alors, c'est très intéressant parce que tu as parlé de l'outil pour la mesure exacte de ce qui est diffusé, etc. Et ça, en réalité, de manière générale, dans la donnée en général, c'est quelque chose qu'on fait très mal à cause de cette hyper-centralisation. Dans notre système, finalement, encore une fois, on a ce registre qui nous dit qui télécharge quoi, à quel moment. Donc lorsqu'on met par exemple une musique sur ce réseau-là, lorsqu'elle est diffusée, on sait combien de fois elle va être diffusée encore et encore. Et ce qui nous permet d'avoir une gestion derrière. Et c'est même, il y a un outil qui est supplémentaire, c'est que lors de la diffusion, il y a un système de marché qui se met derrière, évidemment, parce que ça ne peut pas être un réseau gratuit, mais on peut mettre des royalties sur une donnée. Ça peut être une image, ça peut être une vidéo, une musique. Et chaque fois qu'elle est rediffusée, ça retombe au créateur. Et ça a déjà existé, hein. On n'invente rien de nouveau. Et il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est que comme on adosse la donnée, le calcul... Et le créateur peut, on va dire... avoir un tableau de bord. Avoir un tableau de bord et consulter ses... c'est ça. Et de manière complètement infalsifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher parce que c'est quelque chose qui est décentralisé, qui est dans un consensus. Donc c'est assez technique, mais sur une blockchain qui est bien construite et bien partagée, on ne peut pas tricher. Ça, c'est très intéressant. Comment s'inscrire dans ce genre de service ou plateforme? Alors, nous, on a une vision. Donc aujourd'hui, on est sur vraiment, c'est le début. Donc on est en train de créer cette technologie fondamentalement. Mais l'idée, réellement, c'est d'être dans une mécanique qui est sans friction. C'est-à-dire que, en somme, l'idée, c'est d'avoir une entreprise qui permet d'héberger de manière comme le fait déjà OVH, etc. D'héberger, on dit, moi, je veux que ce web service, ce site web, soit sur le réseau Lovelace. Et une fois qu'il est sur le réseau Lovelace, en fait, il a directement les fonctionnalités parce que sous le capot, de manière un petit peu technique et gérée par des entreprises qui, elles, sont spécialisées dans la technique, il y a toute la gestion de ce qu'on appelle les portefeuilles, les utility tokens, etc. Mais le client final, lui, il va juste demander à ce que le web service soit disponible. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand, par exemple, on demande à un hébergeur de mettre un site web, on a le site web et on travaille directement sur le site web, mais derrière, il y a des bases de données MySQL, il y a du PHP, il y a tout un truc technique qui est géré par une entreprise technique. Dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute. Est-ce que votre société ou votre service remplace la SACEM, par exemple en France? Alors, c'est censé remplacer la SACEM ou non? Non, nous, on ne souhaite pas remplacer la SACEM ou des outils comme ça. En réalité, on est un outil pour la SACEM. C'est ça qui est intéressant. C'est notre ambition. Et j'aimerais juste ajouter aussi, étant donné qu'on peut faire du calcul, on peut faire de la gestion d'auteur à l'intérieur des IA. À chaque fois qu'une IA est exécutée, les créateurs qui ont permis de créer cette IA, qui sont les premières briques de cette IA, à chaque fois sont rémunérés. Et ça, on peut avoir ce suivi-là, qu'on ne peut pas avoir dans les anciens systèmes. C'est aussi ça qu'on veut changer dans la façon de voir les choses. Parfait. Alors, contactez l'OTEDAV aussi en Tunisie. Vous pouvez
lui proposer votre service parce qu'on est honnêtement un peu... on n'est pas encore à la pointe en termes de gestion des droits d'auteur en Tunisie. Merci ça peut être extrêmement intéressant. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.